Yaurana Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service, Fête de la Science pour la Fête de la Science 2024. Ça sera le 4 octobre prochain jusqu'au 18 octobre et c'est l'occasion de mettre en valeur les acteurs locaux de la recherche scientifique avec Vainina Salguero Tetouanoui, directrice adjointe de l'association Temana Temoana. Yarana. Pierre Sazal, directeur du CRIOB et chercheur au CNRS. Yarana. Vahine Rouroua, archéologue postdoctorante du CIRAP et ambassadrice de cette édition. Yorana Tato. Et enfin, Tepuera Oumei, scientifique postdoctorante à l'ILM. Yorana. Alors, on va commencer avec Pierre, qui est donc directeur du CRIOB et chercheur au CNRS. Comment est-ce que tu définis le métier de chercheur? C'est quoi être chercheur? Alors, être chercheur, c'est se poser des questions et essayer d'y répondre avec l'aide de l'environnement, avec l'aide des associations, avec l'aide des populations locales. Au CRIOB, on travaille beaucoup sur la protection de l'environnement, sur la protection des populations de poissons, sur le continuum terre-mer entre les rivières, l'effet des rivières, des bassins versants sur les récifs coralliens. Donc, nos spécialités, c'est effectivement étudier les systèmes insulaires, tropicaux, et voir comment ils fonctionnent, les populations de poissons, les décrire. On fait beaucoup de biodiversité, on a décrit des espèces nouvelles, que ce soit des poissons, que ce soit des crevettes, que ce soit d'autres choses. Donc on fait de la biodiversité, et derrière cette biodiversité, comment elle fonctionne? Les populations, est-ce qu'il y a des poissons qui sont plus grands? Est-ce qu'il y a des poissons qui sont plus petits? Est-ce que dans les milieux où il y a des pressions anthropiques, des pressions de l'homme, des pressions de la pêche, des pressions de l'agriculture, du tourisme, est-ce que les populations, les communautés vont changer? Actuellement, avec le réchauffement climatique, bien sûr, tout le monde travaille sur le réchauffement climatique, l'effet du réchauffement climatique, c'est l'impact. L'impact de ce réchauffement climatique sur les populations, sur les communautés et bien sûr sur les populations humaines aussi, puisque nous aussi, on est impactés par cet effet. Et qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à la direction du CRIOB finalement? Alors moi, je suis arrivé en Polynésie en 2008, j'étais chercheur, j'allais dire simple chercheur au CRIOB, je travaillais sur les parasites de poissons. Donc j'ai beaucoup travaillé avec la DRM, avec les aquaculteurs, parce qu'ils avaient des problèmes de pathologie. Et je travaille aussi sur les anguilles, donc sur les pouilles, dans les rivières, les anguilles d'eau douce. Donc j'ai travaillé sur les anguilles qu'il y a en Polynésie pendant 10 ans comme chercheur. Puis après, pour des raisons familiales, on est retourné en métropole avec ma famille, parce que le CRIOB a la particularité d'être basé en Polynésie et aussi en métropole à Perpignan. Est-ce qui vous permet de faire des allers-retours, je suppose? Voilà, donc il y a des chercheurs qui sont basés à Perpignan, qui viennent en mission pour 1 mois, 2 mois, ou qui envoient des étudiants en thèse sur Moorea. Et donc on est basé à Moorea quand même depuis 1971, c'est pas rien. Et donc voilà, en 2023, la direction a changé, j'ai postulé pour être directeur et donc je suis revenu en 2023 comme directeur du CRIOB. On parlera des missions des différents scientifiques qui sont sur notre plateau un peu plus tard. Justement, tournons-nous vers Vahine. Tu es archéologue. Alors, on s'imagine que c'est la vie d'Indiana Jones. Finalement, est-ce que tu peux nous expliquer tes vraies missions, ton vrai rôle en tant qu'archéologue? Pardon. L'archéologie, c'est un domaine qui est très vaste. Son principal objectif, c'est de documenter le mode de vie des communautés dans le passé. Parfois, on va documenter aussi le rapport des gens actuellement par rapport à leur histoire et par rapport à des monuments et à des manières de vivre qui sont dans la continuité du temps. C'est le cas du Pacifique. Et à l'intérieur de l'archéologie, il y a plusieurs corps de métier. Ça va aller du technicien jusqu'au chercheur, jusqu'au professeur. Et tous ensemble, en fonction des programmes de recherche en Polynésie française, on va documenter, par exemple, où est-ce que les gens vivaient sur les îles, qu'est-ce qu'ils mangeaient, quelles ont été les pratiques liées aux croyances, quels ont été les bouleversements, s'il y en a eu. Est-ce qu'il y a eu des changements dans la nature qui ont influencé comment les Tupunans ont vécu durant ces époques-là? Et finalement, quelle est la société que les Européens vont voir au moment où ils arrivent et ils vont nous léguer des écrits de ces époques-là? Et comment nous, actuellement, on est en train de les réutiliser, parfois pour revitaliser certains aspects de notre culture. Donc l'archéologue, avec plusieurs autres métiers, on participe
a ses différentes missions d'un point de vue de la société et d'un point de vue de la recherche. L'archéologie, elle est plus spécialement sur la culture matérielle. C'est-à-dire que c'est les traces matérielles qu'on va voir de ce que les gens ont laissé. Ça peut aller de l'outil jusqu'à l'aménagement de l'espace, jusqu'au dépôt des animaux marins sur la Terre, par exemple. Dans la même idée, j'ai présenté Tepuero comme une scientifique post-doctorante à l'ILM. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, scientifique à l'ILM? Déjà, postdoctorante, qu'est-ce que c'est? C'est qu'avec Vahini, on est encore en CDD, mais on est chercheuse comme nos collègues. Hein. C'est juste que voilà, on a un contrat à durée déterminée. Donc, être chercheuse à l'ILM, c'est vraiment pour moi une fierté parce que l'Institut Louis Malardé, c'est l'Institut de recherche locale polynésienne. Et du coup, je suis vraiment contente de pouvoir faire partie de cette grande famille de l'ILM. Et je travaille en particulier dans le laboratoire des substances naturelles et médicinales. Et donc, nous travaillons en particulier sur les molécules qui pourraient nous aider à combattre certaines maladies. Et pour terminer notre tour de table, Vainina, avec l'association Te Manao Te Moana, vous mettez en valeur la biologie marine. Explique-nous tout. Alors, l'association Te Manao Te Moana a plusieurs axes d'action. Effectivement, le premier, celui pour lequel on est très connu, c'est effectivement les tortues marines, où là, on est donc un centre de réhabilitation agréé par la direction de l'environnement. Ça nous permet d'accueillir des tortues qui sont malades ou blessées qu'on retrouve dans la nature. Donc, la biologie marine sert forcément, de par le fait que nos vétérinaires soient impliqués sur des axes scientifiques pour aider ces tortues-là. Mais on a aussi des études scientifiques qui sont menées notamment sur des sites de ponte à Tetiaroa, où on se rend chaque année pour faire des suivis et documenter les pontes qui ont lieu sur l'atoll de Tetiaroa. On fait également de la collecte de données qui sert aussi aux scientifiques, soit internes, soit externes avec lesquels on travaille, dans le but toujours de protéger cette espèce, de documenter le plus possible leur déplacement ou leur comportement. Donc ça, c'est vraiment un volet important de nos actions. Et ensuite, on a également deux autres volets. Le volet éducatif, où là, on a des programmes éducatifs permanents qui sont menés dans nos locaux, avec les scolaires de Polynésie française. Et le dernier volet environnemental, où là, on va également mener par exemple des études scientifiques sur d'autres espèces que les tortues marines, comme le KVU, notamment le crabe de cocotier, sur l'atoll de Tetiaroa. Donc, on va faire un comptage, on va essayer de documenter un petit peu ce qu'on peut savoir sur cette espèce. Donc, voilà, tout l'intérêt de la biologie marine pour nos activités aussi. Alors, si vous êtes suivi par la DIREN, vous êtes soutenu par la DIREN, c'est bien que votre travail est reconnu. Pourtant, la population a parfois des idées reçues. Est-ce que les scientifiques sont reconnus par la population? Alors, je pense que globalement, oui, dans le sens où quand on fait un travail de sensibilisation et vraiment d'essayer d'approcher la population dans le but simplement d'informer et de sensibiliser sur, pour nous en l'occurrence, sur les risques auxquels doivent faire face les tortues marines, il y a vraiment les gens sont très réceptifs effectivement au message, surtout les enfants avec lesquels on travaille beaucoup. Évidemment, il y aura toujours des sceptiques, je pense, sur certains volets, parce que peut-être le volet culturel peut parfois prendre le dessus. Et voilà, chacun ses croyances, on n'est pas là pour juger, nous simplement pour aider ces tortues malades ou blessées et dans le but de les relâcher ensuite dans l'océan. Parlons justement de votre position de scientifique. Pierre, quelle est l'utilité du CRIOB et du CNRS? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais finalement, est-ce que vous aussi, vous avez des gens qui sont très intéressés, d'autres qui sont sceptiques? Alors c'est toujours compliqué pour un chercheur. Quand la question la pire pour un chercheur, c'est quand on lui dit à quoi ça sert ce que tu fais. Parce que effectivement, on n'a pas de réponse à quoi ça sert. Il y a de la recherche fondamentale en CNRS, c'est-à-dire la recherche qui, a priori, pour le grand public, ne sert à rien. Mais sur le long terme, effectivement, la moindre information, la moindre donnée scientifique qui aura pu être acquise lors des études même fondamentales pourra servir derrière à des associations, à d'autres chercheurs pour faire avancer la recherche. Puis après, c'est vrai que le paradigme de chercheur a changé actuellement, même au niveau du CNRS. On fait de la science pour la société aussi maintenant. Et on n'est plus le chercheur avec les cheveux ébouriffés et sa blouse blanche dans un laboratoire.
on va vers les populations, on interroge les populations, leurs besoins, la nécessité qu'ils ont de travailler sur des sujets, et c'est avec eux qu'on lance ensuite derrière les programmes de recherche. C'est pareil pour l'archéologie, je me tourne vers toi Vahine. C'est pareil pour l'archéologie, en quoi est-ce que ça permet une meilleure compréhension finalement de notre patrimoine culturel? Alors, l'archéologie sur le territoire, elle démarre fin 19e, où on a les premiers relevés des structures de surface. Mhm. Les fouilles vont démarrer en 1960. En Polynésie française, c'est une particularité parce que on va pas fouiller partout dans le Pacifique. Parce que dans le Pacifique, l'acte de fouiller, c'est un peu fouiller grand-père et grand-mère, la vie de grand-père et de grand-mère. Ah, du coup, il y a cet aspect émotionnel Et que les voilà. gens ont du mal à... Mais ce dont on ne parle pas assez, à mon sens, Mhm. c'est qu'il y a des fétis qui sont en demande de ces documentations. Évidemment que nous, la science, il y a des domaines, c'est parce qu'on a parlé de fondamental, il y a des aspects qu'on souhaite documenter par rapport à des standards, mais il y a aussi des demandes des fétis, des tavanas, des associations, sur le fait de mieux comprendre certains sites. Par exemple, certains aspects ont été diabolisés, certains lieux ont été diabolisés. Et finalement, on va se rendre compte que c'était du funéraire, en fait. C'est un endroit pour rendre hommage, pour commémorer, pour dédier de la nourriture ou autre chose, pour dédier des prières. Et ça permet, en fait, d'humaniser un peu ce qui a été raconté de façon bizarre à cause d'un point de vue qui était considéré comme juste à une époque dans le temps. Donc l'archéologie pour la culture, elle va essayer un peu de décentrer certains discours, de les déconstruire en les documentant de plus en plus. Ensuite, la notion de vérité, elle n'est pas... nous, on n'apporte pas la vérité. On apporte des données qui sont augmentées au fil du temps et avec les gens, parce que l'archéologie, elle opère là où on a des autorisations et là où elle est acceptée. C'est super rare aujourd'hui qu'un archéologue va fouiller à des endroits où on ne l'accepte pas. Et donc, c'est une co-construction parfois. Et ça, on n'en parle pas, moi je trouve, de ces associations, de ces familles qui ont en fait cette demande de mieux comprendre certains sites et parfois vont avoir un intérêt, soit déjà familial, à mieux les connaître, et certains vont les valoriser. Alors, soit avec du tourisme, on va dire, plus respectueux, c'est ce qu'on a un peu dans les temps motos. On a des associations qui ont envie que ce ne soit pas trop la foire, mais vraiment un chemin qu'ils établissent sur l'atoll, et ils vont demander l'apport des archéologues pour les aider à la mise en valeur de ces sites. Et justement, en parlant de ces demandes, alors on ne parle pas de petites associations, mais il y a eu une demande de la part de l'UNESCO pour pouvoir faire l'inscription des marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO du coup, et vous les avez aidés avec les différentes données archéologiques que vous aviez sur les marquises? Oui, voilà, du coup, là, c'est plutôt des collègues de mon laboratoire qui ont... Moi, je suis plus jeune dans le laboratoire. Le dossier est assez vieux, il a 30 ans, il me semble. Donc oui, j'ai des collègues qui ont dans les... Donc c'est comme tout, quoi. À partir du moment où on fait un inventaire scientifique et un suivi, cette donnée, elle voyage. Elle voyage dans différents aspects. Et dans le cas des marquises, ces données ont permis de peaufiner ce dossier-là en recensant tous les sites archéologiques qui sont documentés depuis la fin du 19e et jusqu'aux recherches nouvelles que l'on mène. Alors, il y a nous, il y a le CIRAP, mais il y a aussi des équipes de Hawaï qui sont aux marquises, et il y a d'autres chercheurs de Nouvelle-Zélande. Donc, c'est tous ensemble, c'est tous ces inventaires ensemble qui vont faire que le dossier de l'UNESCO, et avec d'autres chercheurs, c'est tout ça qui vont faire qu'il y a un socle, finalement, pour définir la culture dans un archipel bien précis dans ce cas-là. Justement, on a parlé des marquises, on a parlé des Tuamotu. Cette fois-ci, je me tourne vers toi, Tepuero, de ton côté. Est-ce que tu as des projets scientifiques que tu mènes actuellement? Quels sont-ils?
Alors actuellement, le gros projet du laboratoire dans lequel je me trouve est centré sur les plantes médicinales utilisées dans la pharmacopée traditionnelle. Donc notre laboratoire a seulement 3 ans, mais en 3 ans, avec les collègues, on a réussi à monter une nurserie, une serre de plantes médicinales polynésiennes. Donc il y a plus d'une 60aine de plantes que l'on prend soin. Voilà. Ensuite, on a réussi aussi à identifier certaines de ces plantes, donc là en collaboration avec des botanistes. On a travaillé également sur l'identification des différents kava qu'on avait, parce que souvent on se trompe, souvent on se trompe entre le faux et le vrai kava. Donc on a mené aussi une petite étude sur ça, d'identification moléculaire de ces 5 espèces de plantes qu'on avait. Et donc voilà, c'est notre programme phare du laboratoire. Et en restant sur tes recherches, en 2021, tu as reçu le prix Talent L'Oréal UNESCO. Raconte-nous tout. Alors, le programme Jeunes Talents L'Oréal UNESCO, en fait, c'est la fondation L'Oréal en collaboration avec l'UNESCO qui souhaite mettre en valeur les femmes scientifiques. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a un déséquilibre entre l'égalité homme-femme dans la science. Actuellement, on est 33% de femmes qui travaillent dans la science. Et donc, l'objectif de la fondation, c'est d'augmenter ce pourcentage. Et pour cela, ils vont mettre en valeur des femmes qui ont un parcours, on va dire, exemplaire, pour pouvoir inspirer les jeunes filles à s'engager dans la science et à continuer jusqu'à arriver chercheuses ou directrices. Donc voilà, c'est vraiment de pousser les jeunes filles à poursuivre s'ils ont ce rêve-là. Ça me fait rire parce que Benina, de votre côté, dans l'association Temana ou Temoana, il n'y a que des filles. Vous ressentez ce déséquilibre finalement avec les autres entités ? Alors, petite correction, maintenant on a également un homme depuis quelques mois, mais effectivement on est du coup à 90% de femmes. Effectivement, alors nous on est plutôt du côté associatif, mais c'est vrai que en tout cas les tortues marines ont l'air de beaucoup attirer les femmes plutôt que les hommes. Et c'est vrai que c'est un constat qu'on fait, qu'il y a effectivement un déséquilibre au niveau des hommes et des femmes en faveur des hommes, malheureusement pour l'instant. Enfin, malheureusement, c'est un fait. Mais on espère effectivement aussi motiver ou inspirer plus de femmes à s'engager, que ce soit dans des carrières vétérinaires ou dans des carrières autres qui puissent servir en faveur des avancées scientifiques. Oui. Alors revenons sur la fête de la science qui va bientôt pouvoir mettre en valeur les profils que l'on voit sur le plateau et bien d'autres. Rappelle-nous en quoi consiste cet événement. Alors la fête de la science, c'est un événement national qui a été créé en 1991. Donc cette année, on fête la 33e édition de la fête de la science au niveau national. Nous, Temana ou Temoana, on coordonne cette 33e édition. Ça fait depuis de mémoire 2018 qu'on coordonne, à l'exception de 2023, qu'on coordonne justement l'organisation de cet événement. Le but de l'événement, c'est vraiment de célébrer la science avec le grand public et ceux qui font la science, donc les chercheurs, les acteurs scientifiques locaux en l'occurrence, dans le but de vraiment favoriser les échanges avec les citoyens, sensibiliser aussi sur des thématiques, on va dire, phares ou avec des enjeux vraiment actuels pour que les choix de chacun soient plus éclairés et de célébrer tous ensemble les connaissances qu'on peut acquérir sur justement la richesse de notre Fénois. On le répétera, c'est du 4 octobre au 18 octobre, mais dis-nous, qu'est-ce qu'il y a au programme, Vainina ? Alors, on va avoir 5 événements phares. Rapidement, on va avoir tout d'abord le Va'a des Sciences, qui était anciennement le Village des Sciences, qui est organisé le 4 octobre, donc pour lancer vraiment l'événement à l'Assemblée de la Polynésie française. Dans le cadre de cette journée, nous aurons également une table ronde sur la thématique des grands fonds marins, à 15h à l'Assemblée également. Ensuite, on va avoir des journées portes ouvertes, donc les instituts de recherche vont ouvrir leurs portes aux scolaires. Ce sera du 7 au 17 octobre sur Tahiti, Moorea et Mangareva aussi. Donc les scolaires pourront aller vraiment visiter les infrastructures et se rendre compte des recherches qui sont menées localement. On va avoir des interventions de scientifiques ou d'acteurs scientifiques dans les établissements scolaires. Et ensuite, on aura des conférences, donc 2 conférences, en l'occurrence la conférence de l'ambassadrice donc de Vahiné qui se tiendra le 8 octobre. Et une conférence de chercheurs, donc 3 chercheurs, le 10 octobre, à l'Université de la Polynésie française aussi, donc qui partageront le fruit de leur recherche sur des thématiques qui sont liées à la thématique annuelle, qui, je rappelle, est du coup Océan de savoir.
Et un dernier événement phare qui est la mise en ligne de capsules vidéo sur donc des instituts ou des profils de recherche de chercheurs. Donc nous nous sommes rendus sur les sites des instituts de recherche pour rencontrer ces scientifiques qui nous présentent leurs travaux, et également des 2 capsules vidéo qui ont été tournées à la DG2E, pareil pour présenter les travaux de 2 chercheurs spécifiques, dont Vahiné justement. Voilà. On a fait le tour du programme. Alors, juste, vous inquiétez pas, on le rappellera à la fin de l'émission. Tout ce programme est disponible sur le site de fêtedelaScience.fr. On reviendra sur ce programme un petit peu plus tard. Tant qu'à faire, on parlait des capsules et on va se tourner vers notre ambassadrice. Sans trop spoiler ce qu'il va y avoir dans la vidéo, qu'est-ce que le CIRAP a pu raconter rapidement? Alors, elle a raconté sa naissance, Mhm. les programmes de recherche qu'elle a développés dans l'ensemble des 5 archipels, les collaborations à un rang national et international, parce qu'on est dans le Pacifique. On est forcément amené, on est dans le Pacifique, on collabore avec d'autres laboratoires du Pacifique, mais aussi parce que les Polynésiens, en tant que culture, ça dépasse la frontière, on le rappelle, de notre espace à nous. Du coup, forcément, on collabore avec d'autres archipels de la même culture. On a fait un accès, je crois, sur la pêche. Du coup, qui est le programme de recherche auquel moi je participe. On participe plusieurs collègues parce que la pêche venant des communautés de l'océan, évidemment, c'est un sujet très très vaste. Ils ont pêché beaucoup d'espèces. En plus de suivre le thème de cette année de la Fédération qui est Océan de Ils ont Savoie. pêché. Ensuite, la pêche, on la documente en tant que pêche de subsistance, mais on la documente aussi de manière symbolique. Donc, et à partir de plusieurs types de matériaux, donc, qui vont être les restes des animaux marins qu'ils ont apportés sur Terre, mais aussi via les outils qu'ils ont confectionnés pour la capture de ces espèces-là. Et je te propose qu'on n'en dise pas plus, comme ça Voilà. au moins les gens vont aller voir les Exactement. différentes capsules. Et on va voir, on va se tourner vers du côté du CRIOB, CNRS. De quoi vous avez parlé, pardon, dans votre capsule? Alors, au CRIOB, on a fait 2 capsules, hein. Une avec la DG2E, avec Jean Vincellus, qui est chercheur aussi au CNRS, et qui travaille, qui est anthropologue et sociologue, qui travaille directement avec les populations locales, avec les associations de pêcheurs. Et puis, on a fait une capsule sur le continuum terre-mer, ce que je disais tout à l'heure, donc du sommet de la montagne jusqu'au fond du lagon. Et on a travaillé, on présente justement les espèces qui sont dans les rivières, qui sont importantes, puisque la plupart des espèces qui sont dans nos rivières en Polynésie française sont des espèces qu'on appelle amphidromes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elles vont devoir passer dans l'océan pour compléter leur cycle de vie. Et ça, c'est super important. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est l'estuaire, c'est la continuité de cette eau dans les rivières, hein, pour qu'elles puissent effectuer leur cycle de vie, que ce soit les chevrettes, que ce soit les anguilles, que ce soit les hinas. Tout ça, c'est des espèces qui vont à un moment donné passer dans l'océan, dans leur cycle de vie. S'il n'y a pas la continuité de l'eau, s'il n'y a plus d'eau, s'il y a des barrages, s'il y a des choses qui sont de la pollution, le cycle de vie pourra se faire beaucoup moins bien. Donc, on a parlé de ça. Et derrière, on a parlé de comment ça se passe dans le lagon avec la barge Nohou, qui est un outil exceptionnel qu'on a au CRIOB. Certains l'auront vu sans doute récemment dans les réseaux sociaux, par exemple. Et ça nous donne juste de quoi attendre avec impatience ces différentes capsules. Et on termine avec Tepuero. De quoi est-ce que vous avez parlé dans la capsule de l'ILM? Alors, dans la capsule de l'ILM, je suis accompagnée de Terahiti, ma collègue de travail. Et donc, Terahiti va nous présenter son étude sur la roselle, Hibiscus sabdarifa. Elle a essayé de voir est-ce que la roselle peut être utilisée pour soigner des maladies en aquaculture. Donc, les maladies dont je parle sont des maladies qui vont réduire le rendement, hein. Donc, elle va voir est-ce que la roselle va permettre d'augmenter le rendement de production du Parahapewe. Donc, elle va nous présenter ça. Un très bon poisson d'ailleurs. Voilà. Excuse-moi, je te laisse poursuivre. Et moi, de mon côté, je vais vous présenter un programme de valorisation, hein, des roris, en particulier Holoturia fuscogiva. Donc, c'est un programme de recherche qu'on a avec un privé, Tahiti Marine Biotech. Et donc, je vais vous montrer un peu la procédure qui nous amène à essayer d'identifier les
molécules intéressantes pour l'entreprise. Hein. Donc voilà, on travaille beaucoup avec les privés. C'est important pour nous de montrer d'utiliser nos recherches pour aider au développement économique du pays. Je t'avoue que j'ai hâte de voir cette vidéo pour avoir déjà mangé du rori. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais c'était difficile pour moi d'en manger. On va faire un petit rappel des différentes dates et de ce qui va se passer pour terminer notre émission avec Vainina. Oui. Alors, donc, pour commencer la fête de la science, pour lancer l'événement, donc rendez-vous le 4 octobre à l'Assemblée de la Polynésie française pour le VAA des sciences. Et également à 15h se tiendra une table ronde sur la thématique des grands fonds marins. Ensuite, la semaine qui suit, donc à partir du 7 octobre, nous aurons des journées portes ouvertes dans différents établissements de recherche sur Tahiti, Moorea et également à Mangareva. Nous nous rendrons également dans des établissements scolaires de Tahiti, Moorea et dans les archipels. Donc chaque archipel va être visité par des acteurs scientifiques locaux. Donc nous allons aller à la rencontre des scolaires du 7 au 18 octobre. Ensuite, nous aurons 2 conférences. La première, le 8 octobre, qui sera la conférence de l'ambassadrice, donc Vahiné. Et ensuite, le 10 octobre, une autre conférence de chercheurs avec 3 chercheurs qui présenteront leurs travaux. Les 2 conférences auront lieu à l'Université de la Polynésie française. Et tout ce programme est disponible sur le site fêtedelaScience.fr. N'hésitez pas à aller faire un tour pour pouvoir avoir justement le programme de cet événement du 4 au 18 octobre. N'oubliez pas non plus qu'il y a les différents sites des entités présentes sur ce plateau, à savoir le CIRAP avec upf.pf/fr/CIRAP, l'ILM, l'Institut Louis Malardé avec ilm.pf tout simplement, et enfin le CRIOB avec criob.pf. Fête de la science pour la fête de la science. J'adore le titre de cette émission. C'est déjà la fin d'ailleurs de notre émission. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. En attendant, passez une bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre VATT Maururu Itotato Farerira Trahoma Parhiana.